Bienvenue à nouveau dans l'émission. Aujourd'hui, nous recevons le professeur John Mearsheimer de l'Université de Chicago et le professeur Sergei Karaganov, président du Conseil pour la politique étrangère et de défense et ancien conseiller de Gorbatchev d'Eltsine ainsi que du président Poutine. Merci à tous les deux d'être de retour parmi nous. Le sujet du jour, c'est la restauration de la dissuasion par la Russie, un thème qui devient central. Eh bien, au cours des 4 dernières années, on sait que l'OTAN a progressivement accru son implication dans la guerre. Alors, on est passé de l'envoi de chars, d'artillerie, de systèmes HIMARS, de F-16, dont Biden disait à l'époque que ce serait le début de la Troisième Guerre mondiale, à des missiles longue portée, des drones, et maintenant, la nouvelle étape semble être des attaques menées depuis le territoire de l'OTAN. Et j'imagine qu'à chaque échelon de cette escalade, l'OTAN paraît de plus en plus sûre d'elle, convaincue que la Russie ne réagira pas. Mais en même temps, à chaque étape, on sait que la pression augmente sur le Kremlin pour riposter. On a donc l'impression d'avancer vers une situation vraiment dangereuse. Et encore une fois, je me suis dit qu'un bon point de départ serait de savoir comment vous interprétez cette situation et jusqu'où tout cela peut aller avant que les choses ne tournent très mal. On commence avec vous, John? Je pense qu'il vaudrait mieux commencer avec Sergei, Glenn, parce que c'est vraiment lui le moteur de cette discussion. Moi non, je suis tout à fait prêt à intervenir et à participer, bien sûr. Mais je crois qu'on devrait commencer par Sergei. Oui, c'est sans doute une bonne idée. J'aurais aussi dû préciser que le professeur Karaganov est considéré comme peut-être la personne la plus influente à Moscou pour ce qui est de convaincre Poutine et le Kremlin de modifier la doctrine nucléaire de la Russie. Donc oui, je pense que c'est logique de commencer avec vous, Sergei. Merci. Mais bien sûr, John aurait pu commencer. Enfin, le problème n'est pas si simple. Je veux dire, utiliser ou ne pas utiliser l'arme nucléaire, renforcer la dissuasion, tout ça. Il y a environ 15 ou 17 ans, le monde est entré dans la période la plus dangereuse de son histoire. Tout change parce que les plaques tectoniques sous l'ancien système ont bougé. Donc la question n'est pas seulement de savoir comment mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Europe en Ukraine, en menaçant d'utiliser ou de ne pas utiliser l'arme nucléaire, et ainsi de suite. La vraie question, c'est que nous entrons dans plusieurs décennies de guerre. Et pendant environ 60 ou 70 ans, après la fin de la dernière guerre dévastatrice, la Seconde Guerre mondiale, nous avons vu apparaître l'arme nucléaire. Je crois qu'elle nous a été envoyée par le Tout-Puissant, mais bien sûr, par les mains d'Oppenheimer, de Fermi, de Korolev et de Sakharov. Grâce à cela, nous nous sommes abstenus de nous faire la guerre entre nous. Mais maintenant, nous commençons. Et la question la plus pertinente, c'est que nous sommes au début d'une guerre mondiale. Cette guerre démarre sur tous les fronts. D'abord, le principal moteur de cette guerre, c'est la contre-attaque, ou la revanche, appelez-la comme vous voulez, de l'Occident, qui est en train de perdre ses positions dominantes dans le système mondial. Des positions qu'il a conservées pendant environ 5 siècles et qui lui ont permis de capter une grande partie du PIB mondial, d'imposer ses visions culturelles et politiques, ses systèmes. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation selon moi, tout cela a vraiment commencé au milieu des années 2000. Nous en avions parlé quand nous nous sommes rencontrés. Et maintenant, nous nous rapprochons d'une chaîne de conflits que nous n'avons aucun moyen d'arrêter jusqu'à ce qu'il débouche sur une guerre totale. C'est pour cette raison que, il y a quelques années déjà, et pas seulement à cause de la guerre entre la Russie et l'Europe, ou entre la Russie et l'Occident en Ukraine, j'ai soulevé la question du rétablissement de la crédibilité de la dissuasion nucléaire. Ce n'est pas seulement une affaire de la Russie, ce n'est pas une question entre la Russie
Russie et l'Occident, et ainsi de suite. Russia, it's not about Russia and the West, etc. It is about saving the world, humanity. Il s'agit de sauver le monde, de sauver l'humanité, de ce schéma habituel qui, à ce stade, était déjà suicidaire. Mais la situation devient encore plus suicidaire, surtout du côté de l'Occident, en perte de vitesse. Mais ce n'est pas seulement l'Occident. Nous devons rétablir toutes sortes de systèmes de dissuasion, de dialogue, de règles, qui ont été balayés au cours de ces dernières années. À une époque où le président d'un grand pays menace presque chaque jour de tuer les dirigeants d'un autre pays. C'était impensable, même dans les périodes stables. Et pourtant, c'est bien là où nous en sommes. Impossible during the table times, but that is where we are. That's why I think it is. C'est pour ça que je pense qu'il est important pour nous, la communauté intellectuelle, les politologues et les citoyens responsables, de rétablir cette peur qui nous a empêchés de nous faire la guerre pendant environ 70 ans. Surtout en Europe, qui a été à la fois le symbole et la source de toutes les grandes guerres. Et je suis désolé, vous êtes Européens, mais aussi de la plupart des choses les plus terribles de l'histoire de l'humanité. Le colonialisme, le racisme, les génocides à répétition. Mais je ne suis pas anti-européen. Je pense simplement qu'il faut réfléchir à la manière dont nous pourrions traverser cette période de bouleversement extrêmement dangereux. Une période qui, comme je l'ai déjà dit, a commencé au milieu des années 2000 et qui est en train de se dénouer. And it is unwinding. Yeah, I'd like to jump in and offer my interpretation. À mesure que les deux camps développaient leurs arsenaux nucléaires et réfléchissaient à différentes manières de les utiliser, je pense que tout le monde a fini par comprendre qu'une guerre nucléaire serait catastrophique. War would be catastrophic, and therefore both sides had to be. Et donc, les deux camps devaient être extrêmement prudents dans la façon dont ils se comportaient l'un envers l'autre. Beaucoup de lignes rouges avaient été tracées. Nous les connaissions tous et nous ne les franchissions pas. Par exemple, quand les Soviétiques sont entrés en Hongrie en 1956, puis en Tchécoslovaquie en 1968, l'Occident n'a rien fait, et c'était pour de bonnes raisons stratégiques. Et vers la dernière décennie, ou les deux dernières, de la guerre froide, je pense qu'on avait fini par établir toutes les règles du jeu. On savait où étaient les lignes rouges, ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire. Puis la guerre froide s'est terminée. Et bien sûr, la Russie redevient une grande puissance, à mon avis, à peu près autour de 2017. Puis la guerre en Ukraine éclate en février 2022. Et je dois dire que j'ai été frappé par la mesure dans laquelle, en Occident, beaucoup semblent avoir oublié que nous vivons dans un monde très dangereux à cause de la présence des armes nucléaires. Ces lignes rouges, établies pendant la guerre froide, ont, à bien des égards, disparu. Et cela m'étonne profondément. Les deux exemples que j'aime citer, pour montrer à quel point les choses ont changé entre le monde d'aujourd'hui et celui de la guerre froide, inclut notamment l'invasion ukrainienne de la région de Koursk, en Russie, en août 2024. Penser qu'un allié des États-Unis, l'Ukraine, soutenu et appuyé par Washington, puisse être autorisé à envahir la Russie, et que nous aidions ensuite les Ukrainiens à mener cette opération, c'était impensable pendant la guerre froide. L'idée qu'un allié américain, ou les États-Unis eux-mêmes, puisse envahir l'Union soviétique était inimaginable, parce que l'Union soviétique possédait un immense arsenal nucléaire. En l'envahissant, on menaçait directement sa survie. C'est exactement la même chose avec l'Ukraine, qui envahit la région de Koursk. Ce genre d'action ne devrait tout simplement pas avoir lieu quand on fait face à un adversaire, en l'occurrence la Russie, qui dispose de l'arme nucléaire. Et puis il y a un autre exemple.
L'année suivante, en 2025, les Ukrainiens ont attaqué l'un des piliers de la triade nucléaire stratégique de la Russie. Ça aussi, c'était impensable pendant la guerre froide. This too was unthinkable during the Cold War. He just would have never attacked Ils n'auraient tout simplement jamais attaqué l'Ukraine, ni la triade nucléaire stratégique de la Russie, de l'Union soviétique à l'époque de la guerre froide. Mais c'est arrivé. Et les États-Unis, je ne pense pas qu'ils savaient que ça allait se produire, mais ils ne l'ont absolument pas critiqué. Pour moi, ça montre que l'Occident pense pouvoir bousculer les Russes sans qu'il y ait de vraies lignes rouges. Or, d'après ce que je comprends de l'histoire, que ce soit avec l'Union soviétique ou avec n'importe quelle grande puissance, il faut être extrêmement prudent pour ne pas acculer un pays dans un coin. Et c'est encore plus vrai quand ce pays possède de nombreuses armes nucléaires qu'il peut utiliser contre vous. Pourtant, pour une raison ou une autre, les gens en Occident semblent avoir oublié les leçons que nous avions apprises pendant la guerre froide. Et pour prendre un peu de recul sur cette question, je pense que si on revient juste avant le début de la guerre en Ukraine, bien sûr elle a commencé le 24 février 2022, mais si on regarde les 2 ou 3 mois qui ont précédé la guerre, puis la façon dont les États-Unis se sont comportés après son déclenchement, il me semble très clair que ce que nous, l'Occident, cherchions à faire, c'était de faire sortir la Russie du rang des grandes puissances, non? Je crois que l'Occident pensait qu'en utilisant des sanctions économiques, on pourrait mettre les Russes à genoux et qu'en soutenant l'armée ukrainienne sur le champ de bataille, on pourrait vaincre les Russes dans cette guerre. Et la combinaison des sanctions et des succès de l'armée ukrainienne devait en pratique faire tomber la Russie du rang des grandes puissances. Knock Russia out of the ranks of the great powers. I thought at the time that this was an extreme. À l'époque, j'ai trouvé que c'était une façon extrêmement dangereuse de réfléchir à la manière de gérer les Russes. Encore une fois, on menace la survie d'un pays qui possède énormément d'armes nucléaires. Et quand des pays, des grandes puissances se retrouvent désespérés, ils adoptent des stratégies incroyablement risquées. Dans le cas de la Russie, je pense que cela aurait pu signifier l'usage de l'arme nucléaire. Mais on n'avait pas l'air de s'en soucier. On pensait qu'on pouvait, en quelque sorte, bousculer les Russes, les faire sortir du rang des grandes puissances et s'en tirer comme ça. Je suis donc assez surpris de voir l'écart entre la façon de penser occidentale pendant la guerre froide et celle d'aujourd'hui. Et je trouve cette situation vraiment inquiétante. Eh bien, mon interprétation, c'est que, depuis un peu plus de 4 ans, on assiste à une renégociation des règles d'une guerre par procuration, avec un certain gradualisme, presque insidieux, tout au long du processus. Mais il semble aussi que si la volonté d'escalade est si forte, c'est en partie parce que cette guerre par procuration se déroule à un moment où l'ordre mondial est en train de basculer. Le monde est tiraillé entre un système unipolaire et un système multipolaire. Et les grandes puissances sont prêtes à prendre des risques énormes, puisque tout cela est souvent perçu comme un jeu du tout ou rien. Mais où en est-on aujourd'hui? Quelles sont les options de la Russie? Parce qu'on a un peu atteint un point où, comme on l'a vu la semaine dernière avec l'attaque de Saint-Pétersbourg, il ne semble plus y avoir de limite. Alors, que fait la Russie maintenant? Est-ce qu'elle cherche à rétablir sa dissuasion? Et si oui, comment? Et quelles en seraient les conséquences? Je critique, en gros, ma propre élite et mon gouvernement pour leur irresponsabilité, même si c'est pour de bonnes raisons. Nous devons, et nous avons le devoir, de rétablir la dissuasion. Pas seulement parce qu'il faut mettre fin à cette guerre atroce, qui d'ailleurs, Glenn, n'a pas commencé en 2022, mais en 1994. J'ai parlé avec la plupart des dirigeants, pas avec le président des États-Unis,
mais avec beaucoup d'autres dirigeants européens, pour leur dire que l'élargissement de l'OTAN mènerait à la guerre. Et c'est ce qui s'est produit. Le problème est bien plus profond. Comme je l'ai déjà dit, il faut rétablir la peur liée à la dissuasion nucléaire. Et cette peur-là, c'est la peur de Dieu. Quant à la politique russe, je pense qu'elle n'est pas correcte. En principe, je serais plutôt en désaccord avec John et beaucoup d'autres, parce que j'étudie la stratégie nucléaire depuis environ 50 ans. Nuclear strategy for about 50 years. I mean, we are old. Je veux dire, nous ne sommes plus tout jeunes, enfin, 45 ans. Et si la Russie utilisait, Dieu nous en garde, des armes nucléaires en Europe, après bien sûr certaines étapes d'escalade, que nous sommes déjà en train de franchir, comme vous le savez, en plaçant enfin des ogives nucléaires depuis les dépôts vers les missiles et d'autres vecteurs nucléaires. Si nous les utilisions, nous gagnerions la guerre. Mais ce serait une catastrophe morale terrible. Et c'est, je crois, la seule raison pour laquelle le président Poutine, ou plutôt notre président Poutine, hésite. Parce que du point de vue d'une personne comme moi, et nous travaillons sur toutes sortes de scénarios, gagner une guerre en Europe, c'est facile. Mais c'est un péché moral immense. Et puis ça ouvrirait une autre boîte de Pandore, parce qu'alors tout le monde commencerait à utiliser toutes sortes d'armes de destruction massive. Use all kinds of weapons of mass destruction, and we have already opened a lot. Et on a déjà ouvert beaucoup de boîtes de Pandore ces dernières années. Des pays s'attaquent ouvertement les uns les autres, et comme je l'ai déjà dit, vont jusqu'à appeler à l'élimination des dirigeants d'autres pays en les menaçant ouvertement, sans détour. C'était impensable, non seulement pendant la guerre froide, mais même à l'époque des tribus. Ce que font aujourd'hui nos partenaires américains est inimaginable. Pas seulement dans le contexte de la guerre froide, mais le fait de menacer de tuer les dirigeants d'un pays souverain pour n'importe quelle raison, et surtout pour de fausses raisons, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Bien sûr, il y a eu des épisodes laids, mais aujourd'hui, psychologiquement et moralement, nous sommes à nouveau dans un tout autre climat. Et c'est pour ça que je suis tellement inquiet. Et c'est pour ça que je dis à mes collègues et à nos dirigeants que ce n'est pas seulement notre responsabilité d'assurer la sécurité de notre pays et de mettre fin à ce bain de sang. C'est aussi notre devoir, en tant que grande nation, d'empêcher cette dérive vers un monde sans règles, rempli d'armes modernes. Et je ne parle pas seulement des armes nucléaires. Nous avons déjà, je veux dire, d'autres armes qui sont presque des armes de destruction massive. Avec John et avec vous, nous avons déjà parlé des armes biologiques qui existent déjà et des armes cybernétiques qui existent aussi. Mais même la révolution des drones représente d'une certaine manière une étape vers une nouvelle forme de guerre de destruction massive où tout le monde pourrait être impliqué. Everybody could be threatened, and we have to stop that slide. But that is. Et il faut qu'on arrête cette dérive. Mais pour ça, il faut dépasser certaines idées qu'on a héritées de cette période précédente. L'une de ces idées, c'est que si une guerre nucléaire n'est pas gagnable, alors elle l'est quand même. Dieu nous en garde. Une autre, c'est que si elle commence, elle mènera forcément à un échange nucléaire total. Non. Mais si cette série de conflits sanglants continue, on finira dans un bourbier. C'est pour ça que j'insiste sur la nécessité de rétablir la sécurité, la crédibilité de la dissuasion nucléaire, bien sûr, mais pas seulement. Il faut aussi retrouver la crédibilité d'une pensée raisonnable chez les dirigeants du monde, qui aujourd'hui fait défaut, ou presque. Si je peux me permettre d'intervenir, Glenn, pour réagir à l'emploi du mot « victoire » par Sergueï quand il parle d'une guerre nucléaire, je voudrais simplement partager mes observations, puis lui demander ce qu'il pense de mon point de vue.
Pour moi, il est impossible de gagner une guerre nucléaire. Si on parle d'un affrontement total, où les deux camps utilisent tout leur arsenal nucléaire, je ne crois pas qu'il puisse y avoir un vainqueur. Je pense qu'on finirait tous vaporisés. On a tout simplement trop d'armes nucléaires, et ce sont des armes de destruction massive. Donc à mon sens, si l'OTAN et la Russie entraient dans une guerre nucléaire à grande échelle, il n'y aurait pas de gagnant. Je pense qu'il n'y aurait que des perdants. Et ma façon de voir les armes nucléaires et la manière de les utiliser efficacement correspond assez bien à ce que j'ai lu dans vos différents articles sur le sujet. En gros, ce que feraient les Russes, ce serait d'utiliser quelques armes nucléaires en Occident ou contre des cibles occidentales, uniquement pour montrer à quel point la Russie est sérieuse dans sa volonté de rétablir la dissuasion. Et, pour reprendre la terminologie de Thomas Schelling, cela reviendrait à placer les deux camps sur une pente glissante vers l'anéantissement. Autrement dit, les Russes n'utiliseraient pas l'arme nucléaire pour remporter une victoire militaire. Le simple fait que les Russes utilisent des armes nucléaires ferait une peur bleue à tout le monde en Europe. Ça pousserait chacun à réfléchir sérieusement à ce qui se passe ici. En réalité, les Russes forceraient les Européens et les Américains à concentrer leur attention sur la situation. Et l'idée, c'est que si un petit nombre d'armes nucléaires étaient utilisées, on ne parle pas d'un échange total, mais que la possibilité d'un échange total existait, alors l'Occident s'est spourhout pour Schrig et Sarah Gentle n'arrive jamais. Et d'une certaine manière, les Russes chercheraient à instaurer la paix ou à rétablir la dissuasion en utilisant un petit nombre d'armes nucléaires. Et d'une certaine manière, Sergei, les mots qu'on employait pendant la guerre froide pour parler de ce genre de scénario, c'était que personne ne gagnait une guerre nucléaire, ni sur le champ de bataille, ni dans un échange stratégique. Il n'y avait pas de victoire possible dans un conflit réel. Mais ce qu'on pouvait faire, c'était contraindre l'autre camp à changer de comportement, à respecter une ligne rouge ou à arrêter ses forces d'attaque à cause de la menace d'une escalade nucléaire. En d'autres termes, dans le scénario que tu décris, ce qui est vraiment au cœur de tout ça, c'est la menace d'une escalade nucléaire. Vous dites qu'il faudrait utiliser quelques armes nucléaires et qu'à ce moment-là, tout le monde comprendrait que la menace d'une escalade nucléaire est bien réelle et dangereuse. Et donc les États-Unis et les Européens feraient marche arrière, ils respecteraient la ligne rouge de la Russie. Mais c'est la menace d'escalade dont on parle, pas l'escalade elle-même. Parce que si on en arrive à une escalade générale, à une guerre thermonucléaire totale, on est tous vaporisés, et personne ne veut ça. Donc, je comprends que vous avez une vision beaucoup plus limitée de la manière dont la Russie pourrait utiliser l'arme nucléaire pour faire pression sur l'Occident. Et c'est bien de coercition qu'il s'agit ici. Amener l'Occident à changer sa façon de penser, la dissuasion vis-à-vis de la Russie. Ce n'est pas une question de victoire, au sens d'un échange nucléaire total entre les deux camps. Est-ce que je comprends bien ce que vous voulez dire? Oui, enfin, je veux dire, je suis d'accord. Mais laissez-moi réfléchir. Je pense de façon très concrète. Je déteste l'idée d'être à nouveau revenu au jour de ma jeunesse, quand j'étais avec vous. Mais à l'époque, on n'était pas vraiment en bons termes, au milieu de toutes ces théories et de tous ces scénarios. Comme je l'ai dit, si, Dieu nous en garde, cette guerre continue, parce qu'elle est freinée par l'Occident pour toutes sortes de raisons, et que la Russie en vient à la conclusion
qu'il est insensé de sacrifier la vie de nos meilleurs hommes, alors nous devrions intensifier. Et bien sûr, il y a plusieurs niveaux. Certains ont déjà été franchis. Nous en avons plusieurs, 25 au total, bien moins que les années précédentes. 25 letters, and much less than in previous years. But first, of course, there would be. Mais d'abord, bien sûr, il y aurait des attaques contre des cibles militaires disponibles, ou même symboliques, en Europe. Et moi, je ne veux pas de ça. Ensuite, s'il y a une riposte, ce serait une frappe nucléaire limitée. Et là, la Russie gagnerait. Personne n'oserait attaquer le territoire russe. Mais nous nous sentirions coupables. Et c'est la principale raison, la vraie raison pour laquelle, à mon avis, des gens comme moi, et je pense aussi le président Poutine, s'abstiennent d'utiliser l'arme nucléaire. Je pense que si nous décidions de le faire, ce serait une stratégie tout à fait gagnable. Les États-Unis ne réagiraient jamais, vous le savez bien, et les Européens ne valent rien. Ou pire encore, si les Français, qui sont maintenant presque devenus fous, ou les Britanniques, essayaient de le faire, cela signifierait l'évaporation immédiate de leur nation. Saying that means immediate evaporation of their nations. But I don't want that ever to happen. Mais je ne veux absolument pas que cela arrive. Comme je l'ai déjà dit, le seuil dont je parle n'a rien à voir avec une guerre totale, sans limite, et tout ça. Il s'agit de franchir certaines barrières morales. D'abord. Ensuite, si nous utilisons des armes nucléaires et que nous gagnons, et je vous assure que, entre guillemets, nous gagnerions, parce que ce serait une victoire. Alors tout le monde dans le monde, et il y a déjà beaucoup de pays qui possèdent l'arme nucléaire, plusieurs autres qui vont l'acquérir, se mettraient à les utiliser. Et là, on entrait dans quelque chose de complètement différent. Parce qu'avant, avec les mythes qu'on a créés, que la guerre nucléaire était impensable, qu'elle mènerait immédiatement à la fin de l'humanité, eh bien, ce n'est pas tout à fait ça. Mais il faut s'arrêter avant d'en arriver là. Aujourd'hui, on a déjà plusieurs puissances nucléaires. On en aura 2 ou 3 de plus. Et je pense d'ailleurs qu'on devrait en avoir 2 ou 3 de plus. Mais si c'est le cas, il faut rétablir la crédibilité de la dissuasion nucléaire. Parce que si on utilise des armes nucléaires de manière limitée et qu'on gagne, cela détruirait la peur que nous avons nous-mêmes créée. Et j'ai participé à ce processus dans les années 70. Vous vous souvenez sûrement de ces idées sur l'hiver nucléaire, sur la famine mondiale. Nous avons diffusé ces théories parce que nous voulions éviter une nouvelle guerre mondiale. Mais tout cela s'est arrêté. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut restaurer la validité de la dissuasion nucléaire. Et j'espère le faire avant que les armes nucléaires ne soient utilisées. Hopefully, before nuclear weapons are used.